Elle fermait la boulangerie à 4 heures du matin, quand le millionnaire a entendu la berceuse de sa montre de poche et est resté figé. Les premières lueurs de l'aube n'avaient pas encore effleuré les pavés humides de Bordeaux quand Anaïs Fontaine tourna la clé de sa petite boulangerie pour la dernière fois de la nuit. 4 heures du matin. Comme toujours, ses mains encore tiédies par la pâte portaient les traces de 15 heures de labeur. Mais elle ne ressentait jamais vraiment la fatigue à ce moment précis. C'était son rituel, son ancrage dans un monde qui lui avait toujours semblé un peu trop grand pour elle. Elle glissa sa main dans la poche de son tablier taché de farine et en sortit délicatement un objet qui ne la quittait jamais. Un ancien horloge de poche en or terni, dont le couvercle portait les égratignures du temps. Ses doigts caressèrent machinalement la surface gravée avant d'appuyer sur le petit bouton qui libérait la mélodie. Les notes s'élevèrent dans l'air froid du petit matin, une berceuse mélancolique qui semblait porter en elle tous les secrets du monde. « Maman aurait voulu que tu l'entendes », murmura-t-elle à voix basse, comme elle le faisait chaque nuit depuis 23 ans. Mais quelle maman? Celle qu'elle n'avait jamais connue, ou Cécile, cette femme au cœur immense qu'il avait recueillie devant l'église Saint-Michel quand elle n'était qu'une gamine de 5 ans, tremblante et muette, serrant ce même horloge contre sa poitrine comme un talisman. Anaïs ferma les yeux et laissa la mélodie l'envelopper. Dans ces instants-là, elle pouvait presque sentir une présence bienveillante, une main invisible qui caressait ses cheveux bruns. Parfois, elle croyait entendre une voix de femme qui chantonnait avec la musique, mais c'était sûrement son imagination qui lui jouait des tours. Cécile lui avait toujours dit que les orphelins avaient tendance à inventer des histoires pour combler le vide. « Tu rêves encore debout, ma chérie ?» La voix douce de Cécile la fit sursauter. Sa mère adoptive, car c'était bien ce qu'elle était, peu importaient les papiers, descendait l'escalier qui menait à leur petit appartement au-dessus de la boulangerie. À 68 ans, Cécile gardait cette élégance naturelle qui avait toujours impressionné Anaïs. Même si ses cheveux argentés et les rides autour de ses yeux trahissaient le poids des années. « Je finissais juste », répondit Anaïs en refermant l'horloge. « Tu devrais dormir encore un peu. Et toi donc, 15 heures à pétrir, enfourner, servir, tu vas finir par t'effondrer. » Cécile s'approcha et posa ses mains sur les joues de sa fille. Ce geste, elle l'avait fait 1000 fois. Depuis cette nuit où elle avait trouvé une petite fille terrifiée qui ne se souvenait même plus de son prénom, elle avait fallu des mois pour qu'Anaïs accepte de parler, et des années pour qu'elle cesse de faire des cauchemars. « Ce horloge », commença Cécile, comme elle l'avait fait si souvent. « C'est tout ce qui me reste d'elle », coupa Anaïs, répétant la phrase qu'elle prononçait depuis l'enfance. Cécile hocha la tête. Mais quelque chose dans son regard trahissait une inquiétude qu'Anaïs n'arrivait jamais à déchiffrer complètement. Parfois, elle avait l'impression que Cécile savait des choses qu'elle ne disait pas, qu'elle portait un secret trop lourd pour être partagé. « Va te reposer, maman », dit doucement Anaïs. « Demain, on a la commande des Dubois pour le mariage de leur fille. Aujourd'hui, » corrigea Cécile avec un sourire, « il est déjà 4 heures passées. » Elles s'embrassèrent tendrement et Cécile remonta se coucher. Anaïs resta seule dans la pénombre de sa boutique, respirant l'odeur de levure et de beurre qui imprégnait les murs depuis des générations. Cette boulangerie était sa vie, son refuge, son identité. Ici, elle était quelqu'un. Elle n'était plus l'orpheline abandonnée. Mais Anaïs la boulangère, celle qui faisait les meilleurs croissants du quartier Saint-Pierre, à quelques kilomètres de là, dans les hauteurs de Bordeaux, Victor Moncler sortait d'une énième réunion de crise dans le gratte-ciel qui abritait le siège de son empire financier, 52 ans, des tempes grisonnantes qui lui donnaient une prestance naturelle, mais des yeux qui n'avaient jamais vraiment retrouvé leur éclat depuis cette nuit de mars, 23 ans plus tôt. Ses collaborateurs venaient de partir après 3 heures de discussions houleuses sur la fusion avec un groupe britannique, des millions d'euros en jeu, des centaines d'emplois, l'avenir de l'entreprise qu'il avait bâtie de ses mains. Mais Victor n'arrivait pas à se concentrer complètement. Pas aujourd'hui, jamais le 15 mars. Il desserra sa cravate et contempla Bordeaux qui s'éveillait lentement à travers les baies vitrées de son bureau. 23 ans jour pour jour qu'Ophélie avait disparu. 23 ans qu'il se réveillait chaque matin avec l'espoir insensé de la voir pousser la porte, souriante et vivante. 23 ans qu'il refusait d'accepter les conclusions des enquêteurs qu'il avait déclarée morte. « Monsieur Moncler », la voix de son chauffeur le tira de sa mélancolie. « Je vous ramène chez vous. » Victor hocha la tête, rentré dans cette immense demeure où chaque coin lui rappelait Ophélie et Laurence,
Sa femme était morte d'un cancer 5 ans après la disparition de leur fille, emportant avec elle les derniers vestiges de bonheur qui subsistaient dans cette maison. Depuis, Victor vivait comme un fantôme dans un mausolée de souvenirs. La Bentley glissa silencieusement dans les rues désertes. Victor ferma les yeux, essayant de chasser les images qui l'assaillaient toujours ce jour-là. Ophélie qui courait dans le jardin, ses boucles blondes voltigeant au soleil. Laurence qui la berçait le soir en chantant cette mélodie qu'elle avait composée rien que pour elle. Soudain, le chauffeur freina brutalement. « Excusez-moi, monsieur. » Un chat a traversé, mais Victor ne l'entendait déjà plus. Par la vitre entr'ouverte, s'infiltrait une mélodie qui fit s'arrêter son cœur. Ces notes, cette harmonie mélancolique. Non, c'était impossible. Il rêvait. 23 ans de thérapie, de calmant, de nuits blanches l'avaient rendu fou. « Arrêtez-vous ici, » ordonna-t-il d'une voix blanche. « Mais monsieur, nous sommes encore loin de... » « Arrêtez-vous. » La voiture s'immobilisa dans un crissement de pneus. Victor jaillit de l'habitacle comme un possédé, suivant cette mélodie qui semblait l'appeler depuis l'au-delà. Ses pas le menèrent vers une petite rue pavée du vieux Bordeaux, où une jeune femme aux cheveux bruns refermait la porte d'une boulangerie. Elle tenait dans ses mains un horloge de poche d'où s'échappèrent les dernières notes de la berceuse que Laurence avait créée pour Ophélie, la berceuse qu'il était le seul à connaître. Avec sa femme morte et sa fille disparue, le monde bascula. 23 ans de douleur, d'espoir et de désespoir se cristallisèrent dans cet instant impossible. Victor Moncler, l'homme d'affaires imperturbable qui brassait des millions sans sourciller, s'effondra contre un mur, le souffle coupé par l'émotion. La jeune femme le regardait avec inquiétude, ce horloge toujours serré contre elle, dans la lueur blafarde du réverbère. Victor distinguait son visage fin, ses grands yeux verts, et cette petite cicatrice en forme de lune sur sa tempe gauche. « Exactement comme Ophélie », chuchota-t-il. Anaïs recula instinctivement, serrant le horloge contre sa poitrine. L'homme qui se tenait devant elle, adossé au mur de pierre comme s'il venait de recevoir un coup de massue, avait l'air complètement désorienté. Son costume impeccable contrastait violemment avec l'expression de détresse absolue qui déformait ses traits. « Excusez-moi, monsieur, ça va ?» demanda-t-elle, partagée entre l'inquiétude et la méfiance. Dans cette rue déserte, à 4 heures du matin, elle se sentait vulnérable, face à cet inconnu qui la fixait comme s'il voyait un fantôme. Ses instincts de fille du quartier Saint-Pierre, forgés par des années de prudence, lui soufflèrent de partir en courant, mais quelque chose dans le regard de l'homme l'empêchait de bouger. Une douleur si profonde, si brute, qu'elle en était presque palpable. Cette mélodie, Victor avait du mal à articuler. Sa voix tremblait comme celle d'un enfant perdu. D'où vient-elle ? Je vous demande pardon. Anaïs fronça les sourcils, resserrant sa prise sur le horloge. La berceuse, celle qui sortait de votre montre, qui vous l'a apprise. L'insistance dans sa voix alarma Anaïs. Elle jeta un coup d'œil vers l'appartement, au-dessus de la boulangerie, espérant que Cécile n'était pas encore endormie. Cet homme lui fichait la trouille, même s'il ne semblait pas dangereux, plutôt désespéré. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » mentit-elle. « Il faut que j'y aille. »« Non, attendez. » Victor se détacha du mur, tendant la main vers elle sans oser la toucher. « S'il vous plaît, ne partez pas. Cette mélodie, elle a une histoire, une importance. Vous ne comprenez pas. Eh bien, expliquez-moi alors, au lieu de rester planté là comme un fou. » La colère remplaçait peu à peu la peur chez Anaïs. Elle en avait assez des mystères, des non-dits, des secrets qui planaient autour de son passé comme des vautours. Si ce type avait quelque chose à dire sur son horloge, qu'il crache le morceau. Victor passa une main tremblante dans ses cheveux grisonnants. Comment expliquer l'inexplicable? Comment raconter 23 ans de cauchemar à une parfaite inconnue? « Ma fille » commença-t-il, la gorge nouée. « Ma petite fille avait une montre comme la vôtre. Sa mère lui chantait cette berceuse tous les soirs. Elle a disparu il y a 23 ans. Le 15 mars 2002, elle avait 5 ans. » Le sang d'Anaïs se figea dans ses veines. 15 mars 2002. La date était gravée dans sa mémoire comme au fer rouge. C'était le jour où Cécile l'avait trouvée devant l'église. Terrorisée et amnésique, une coïncidence. Forcément une coïncidence. « Je suis désolée pour votre perte », dit-elle d'une voix plus douce. « Mais ça n'a rien à voir avec moi. Cette montre appartenait à ma mère biologique. Comment s'appelait votre mère ? Je ne sais pas. J'ai été abandonnée très jeune. » Victor sentit son cœur s'emballer. Les détails s'emboîtaient,
avec une précision terrifiante. L'âge, la date, cette montre impossible. « Vous avez quel âge ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. « 28 ans. Et vous avez été abandonnée à quel âge ?» Anaïs recula encore. Cette conversation prenait une tournure qu'elle n'aimait pas du tout. « Écoutez, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais répondez-moi s'il vous plaît, c'est important. »« 5 ans, lâcha-t-elle malgré elle. J'avais 5 ans. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. Victor et Anaïs se fixèrent dans un silence lourd de sens, chacun mesurant l'impossibilité de ce qui était en train de se produire. 23 ans d'écart entre un père qui avait tout perdu et une fille qui avait tout oublié. 23 ans pour que leurs chemins se croisent enfin dans une rue déserte de Bordeaux. « Montrez-moi votre bras gauche, » murmura Victor. « Pardon, votre bras gauche, vous avez une marque de naissance. » Anaïs recula encore, heurtant la devanture de sa boulangerie. Comment cet homme pouvait-il savoir pour sa tache de naissance? Cette petite marque en forme de lune qu'elle avait toujours eue sur l'avant-bras? Comment vous? Ma fille avait la même, exactement la même, à la même place. Les jambes d'Anaïs se dérobèrent en sous elle. Elle s'appuya contre sa vitrine, le souffle coupé. Non, c'était impossible. Les coïncidences, ça n'existait pas à ce point-là. Il devait y avoir une explication logique. « Vous êtes allergique aux fraises », continua Victor, impitoyable dans sa quête de vérité. Anaïs hocha la tête sans s'en rendre compte. L'allergie rare qui l'avait toujours fait souffrir. Celle que Cécile qualifiait de « malchance génétique ». Et aux crustacés. Nouveau hochement de tête. Victor sentit ses genoux fléchir. Toutes les pièces du puzzle se mettaient en place avec une évidence aveuglante. « Vous vous souvenez d'un jardin ?» chuchota-t-il. « Un grand jardin avec des roses blanches. » Anaïs porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Ces images floues qui la hantaient depuis l'enfance. Ces flashs de souvenirs que Cécile attribuait à son imagination. Un jardin immense, des rosiers qui sentaient le paradis, et toujours cette silhouette féminine qui l'appelait d'une voix douce. « Comment est-ce que vous savez ça ?» Sa voix n'était plus qu'un souffle, parce que c'était notre jardin, le jardin où Ophélie jouait tous les jours avant qu'on nous l'enlève. Ophélie, c'était son prénom, votre prénom. Anaïs secoua violemment la tête. Non, elle s'appelait Anaïs. Elle avait toujours été Anaïs Fontaine, la petite orpheline recueillie par la bonne Cécile. Elle n'était pas cette Ophélie dont parlait cet inconnu. Elle ne pouvait pas l'être. « Vous vous trompez », dit-elle d'une voix brisée. « Je ne suis pas votre fille. Votre fille est morte. Vous l'avez dit vous-même. » « Non. » Victor s'approcha d'elle, les yeux brillants de larmes contenues. Les policiers ont abandonné les recherches. Ils ont déclaré qu'elle était morte, mais je n'y ai jamais cru. Jamais. Pendant 23 ans, j'ai continué à la chercher. J'ai dépensé une fortune en détective privé, j'ai fouillé l'Europe entière. Arrêtez, Anaïs plaqua ses mains sur ses oreilles. Arrêtez de dire ça. Mais Victor était lancé, porté par 23 ans d'espoir refoulés, qui remontaient enfin à la surface. Elle avait les cheveux châtains comme vous, les mêmes yeux verts, la même fossette au menton. Elle adorait faire la cuisine avec sa mère. Elle voulait toujours l'aider à préparer le pain du dimanche. Anaïs sentit le monde vaciller autour d'elle. Cette passion pour la boulangerie qui l'avait toujours habitée, cette sensation de retrouvailles quand elle avait touché sa première pâte à l'âge de 6 ans, et si ce n'était pas un hasard, « Je m'appelle Victor Monclerc », continua l'homme, tentant de reprendre son souffle. « Ma femme s'appelait Laurence. Elle est morte il y a 18 ans, d'un cancer. Elle n'a jamais cessé de croire qu'Ophélie reviendrait. »« Laurence », répéta Anaïs dans un murmure. Ce prénom résonnait étrangement dans sa tête. Comme un écho lointain, parfois, dans ses rêves, elle entendait une voix qui l'appelait « ma petite étoile », en chantant cette berceuse, cette même voix qui prononçait un prénom qu'elle n'arrivait jamais à se rappeler au réveil. « Écoutez », dit-elle en essayant de retrouver un semblant de contrôle. « Tout ça est très troublant, mais ce sont peut-être juste des coïncidences. Il faut que je rentre, que je réfléchisse. Vous allez disparaître, » paniqua Victor. « Vous allez partir, et je ne vous retrouverai plus jamais. Je ne partirai nulle part. Cette boulangerie, c'est ma vie. Si vous voulez vraiment des preuves, faites-moi faire des analyses ADN, mais laissez-moi digérer tout ça d'abord. » Victor hocha la tête, essuyant discrètement les larmes qui coulaient sur ses joues, après 23 ans d'attente.
Il pouvait bien patienter encore quelques jours. « Vous habitez ici ?» demanda-t-il, en désignant l'appartement au-dessus de la boulangerie. « Avec Cécile, celle qui m'a élevée. Est-ce qu'elle sait d'où vous venez ?» Anaïs haussa les épaules. Mais quelque chose dans son expression trahissait le doute qui venait de s'installer. Elle dit que non, mais parfois, j'ai l'impression qu'elle me cache des choses. Victor sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit d'une main tremblante. « Appelez-moi quand vous serez prête. Nous ferons tous les tests que vous voudrez. Et si je me trompe, si vous n'êtes pas ma fille, je disparaîtrai de votre existence et je ne vous dérangerai plus jamais. » Anaïs prit la carte sans la regarder et tourna les talons, pressée de retrouver la sécurité de son foyer, mais alors qu'elle montait l'escalier qui menait à l'appartement, elle entendit Victor murmurer dans son dos « Bonne nuit, Ophélie ». Et pour la première fois de sa vie, ce prénom lui sembla familier. Anaïs poussa la porte de l'appartement avec une délicatesse inhabituelle, espérant que Cécile s'était endormie. Ses mains tremblaient encore, et elle avait besoin de temps pour digérer ce qui venait de se passer. Mais la lumière de la cuisine était allumée, et l'odeur de la camomille flottait dans l'air. « Tu es restée bien longtemps en bas, ma chérie. » Cécile était assise à la petite table de bois, 2 tasses fumantes devant elle. Son regard perçant ne quittait pas le visage de sa fille adoptive, y lisant une détresse qu'elle connaissait trop bien. « J'ai eu une conversation bizarre avec un homme, » commença Anaïs en s'asseyant lourdement. « Il prétend que je suis sa fille disparue. » Le silence qui suivit fut si pesant qu'Anaïs leva les yeux vers Cécile. L'expression de cette dernière avait changé. Comme si un masque venait de tomber, l'inquiétude maternelle avait cédé la place à quelque chose de plus complexe, mélange de culpabilité et de résignation. « Raconte-moi », dit simplement Cécile d'une voix étrangement calme. Anaïs relata sa rencontre avec Victor Moncler, les coïncidences troublantes, les questions précises sur sa marque de naissance et ses allergies. Plus elle parlait, plus le visage de Cécile se fermait. Il connaissait des détails que personne ne peut deviner. « Maman, comment c'est possible ?» Cécile but une gorgée de tisane, ses mains ridées, tremblant légèrement. Pendant 23 ans, elle avait redouté ce moment. 23 ans à espérer qu'il n'arriverait jamais, tout en sachant au fond de son cœur qu'il était inévitable. « Tu te souviens du jour où je t'ai trouvée ?» demanda-t-elle finalement. « Devant l'église Saint-Michel, j'étais terrorisée. Je ne parlais pas. J'avais juste cette montre. Tu étais bien plus que terrorisée, ma chérie. Tu étais brisée, comme si on t'avait arrachée à ton monde pour te jeter dans un univers incompréhensible. J'étais femme de ménage à l'église à l'époque. J'arrivais toujours très tôt. Tu étais recroquevillée contre la porte, trempée par la pluie de la nuit. » Cécile marqua une pause, perdue dans ses souvenirs. « Tu ne te rappelles pas ton nom? Tu ne savais pas ton âge. Mais tu avais cette montre. Et parfois, quand elle jouait sa mélodie, tu chantonnais des bribes de mots que je ne comprenais pas. Quel genre de mots? Des prénoms. Laurence, notamment, tu l'appelais tout le temps, surtout la nuit quand tu faisais des cauchemars. » Anaïs sentit un frisson parcourir son échine. Laurence, le prénom de la femme que Victor disait être sa mère biologique. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?»« Parce que tu étais si fragile, si perdue. Les services sociaux voulaient te placer dans un foyer, faire appel à des psychologues, peut-être même t'interner dans une clinique spécialisée. Moi, je voulais juste te protéger. » Les yeux de Cécile se remplirent de larmes qu'elle retenait depuis des années. « J'ai menti aux autorités. J'ai dit que tu étais ma nièce, que ta mère était morte dans un accident de voiture en Espagne. J'ai inventé des papiers, trouvé un médecin complice qui a accepté de signer ton certificat de naissance. Tu es devenue officiellement Anaïs Fontaine, ma fille. Tu savais que j'avais une vraie famille quelque part. Je m'en doutais, mais tu étais si traumatisée, si terrorisée à l'idée qu'on vienne te chercher. Chaque fois qu'un étranger entrait dans l'église, tu te cachais derrière moi en tremblant. J'ai pensé que peut-être, il valait mieux que tu oublies ton passé. » Anaïs se leva brusquement, renversant sa chaise. « Tu m'as volé ma vraie vie. » »« Non. » Cécile se dressa également, ses joues habituellement pâles rougies par l'émotion. « Je t'ai sauvé la vie. Tu aurais dû voir dans quel état tu étais. Tu ne mangeais plus, tu ne dormais plus. Tu sursautais au moindre bruit. Whoever t'avait fait ça t'avait détruite, ma chérie. Il m'a fallu des mois pour que tu acceptes de sourire à nouveau. Mais si cette famille me cherchait, alors pourquoi t'avait-on abandonné devant une église?
Pourquoi personne n'est venu te réclamer malgré tous les avis de recherche que j'ai vus à la télé? Cécile avait marqué un point. Si Victor était vraiment son père, pourquoi ne l'avait-il pas retrouvé? Bordeaux n'était pas si grande, et les services sociaux avaient forcément gardé des traces de son adoption par Cécile. « Il faut que tu me dises tout ce que tu sais », exigea Anaïs. « Tout ce que tu as caché toutes ces années. » Cécile disparut dans sa chambre et revint avec une vieille boîte à chaussures. Elle la posa sur la table avec des gestes de religieuse, manipulant un objet sacré. « Je n'ai jamais pu me résoudre à jeter ça », avoua-t-elle. À l'intérieur, Anaïs découvrit des coupures de journaux jaunis, des avis de recherche, des articles sur la disparition d'Ophélie Moncler. La photo d'une petite fille aux boucles blondes lui souriait depuis le passé, et Anaïs eut l'impression troublante de regarder sa propre enfance. « Tu as gardé tout ça pendant 23 ans. Je me disais que peut-être, un jour, tu voudrais savoir. Mais tu semblais si heureuse, si épanouie. J'ai préféré laisser le passé d'or. » Anaïs parcourut les articles d'une main tremblante. L'enlèvement présumé, les recherches infructueuses, le désespoir des parents, Victor et Laurence Moncler suppliant la population de les aider à retrouver leur fille unique, et puis, plus rien, comme si Ophélie s'était volatilisée. « Regarde la date du dernier article », murmura Cécile. Mars 2007, 5 ans après la disparition. L'article annonçait que les recherches étaient officiellement abandonnées. Ophélie Moncler était déclarée morte. « Ils ont arrêté de me chercher », chuchota Anaïs. « Non, ma chérie, les autorités ont arrêté. Mais regarde cette photo. » Cécile lui tendit un autre article. Daté de quelques mois seulement, Victor Moncler inaugurait une nouvelle aile de l'hôpital pour enfants de Bordeaux, dédiée à la mémoire de sa fille disparue. Il n'a jamais cessé d'espérer. Réalisa Anaïs, pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Victor Moncler arpentait sa bibliothèque comme un fauve en cage. Après avoir quitté Anaïs, il était rentré chez lui dans un état second, incapable de trouver le sommeil. Il avait passé les dernières heures à contempler les affaires d'Ophélie, ces reliques d'une enfance interrompue qu'il avait précieusement conservées. Sa chambre était restée exacte, comme un sanctuaire. Les peluches sur le lit, les livres de contes sur l'étagre, même ses petits vêtements soigneusement pliés dans l'armoire. Laurence avait toujours dit qu'il fallait garder espoir, que leur petite fille reviendrait un jour. Victor prit dans ses mains la photo préférée de sa femme, Ophélie dans le jardin de roses blanches, riant aux éclats pendant que Laurence lui apprenait à faire des couronnes de fleurs. Comme elle ressemblait à la jeune femme qu'il avait rencontrée cette nuit, les mêmes traits fins, la même grâce naturelle, il décrocha son téléphone et composa le numéro de Jacques Moreau, le détective privé qui avait repris l'enquête après l'abandon officiel des recherches. « Victor, il est 5 heures du matin. Je l'ai retrouvé, Jacques, je l'ai retrouvé. »« Qui ça ?»« Ophélie, ma fille, elle est vivante. Elle vit à Bordeaux. Elle tient une boulangerie dans le quartier Saint-Pierre. » Silence au bout du fil. « Victor, mon vieux, on en a déjà parlé. Tu as eu des dizaines de fausses pistes au fil des ans. Cette jeune serveuse à Toulouse, cette étudiante à Lyon. Non, cette fois c'est différent. Elle a la montre de Laurence, Jacques, elle connaît la berceuse. Comment est-ce possible ? Je ne sais pas encore. Mais je vais le découvrir, et j'aurai besoin de ton aide. » Victor raccrocha et retourna contempler le jardin par la fenêtre. Les rosiers blancs avaient été taillés pour l'hiver, mais dans quelques mois, ils refleuriraient, comme l'espoir qui renaissait dans son cœur meurtri. Dans sa chambre d'enfant, Anaïs s'était endormie sur les articles de journaux, épuisée par les révélations de la nuit. Mais ses rêves étaient peuplés d'images nouvelles. Un grand jardin baigné de soleil, des roses qui embaumaient l'air tiède, et une voix de femme qui chantait en la poussant sur une balançoire. Pour la première fois depuis 23 ans, Ophélie Moncler était en train de se réveiller. Le lendemain matin, Victor n'avait pas fermé l'œil. Assis dans son bureau, il regardait Jacques Moreau étaler sur la table acajou tous les dossiers de l'affaire Ophélie Moncler. 23 ans d'enquête résumés dans ces chemises jaunies qui sentaient la poussière et les espoirs déçus. « J'ai retrouvé le dossier de Mireille Garnier », annonça le détective en ajustant ses lunettes de lecture. « Notre ancienne gouvernante a disparu 3 jours après l'enlèvement d'Ophélie. Coïncidence troublante. » Victor se pencha vers les documents. Mireille avait travaillé pour eux pendant 5 ans. Une femme discrète et efficace qui s'occupait du ménage et parfois d'Ophélie quand Laurence avait ses rendez-vous médicaux,
Elle avait perdu sa propre fille dans un accident de voiture l'année précédant le kidnapping. Elle était dépressive, se souvint Victor. Laurence s'inquiétait pour elle. Elle voulait l'aider à consulter un psychologue. D'après mes recherches, elle a été internée dans un établissement psychiatrique près de Toulouse en 2007. Dépression nerveuse avec épisode psychotique. Elle est toujours vivante. Oui, mais son état mental reste fragile. Les médecins parlent de dissociation, de déni de réalité. Victor sentit un frisson parcourir son échine. Si Mireille était impliquée dans la disparition d'Ophélie, cela expliquerait beaucoup de choses. Mais cela soulèverait aussi des questions terrifiantes sur ce qui était arrivé à sa fille pendant toutes ces années. De son côté, Anaïs avait ouvert la boulangerie avec 2 heures de retard. Incapable de se concentrer sur ses tâches habituelles, les clients réguliers remarquaient son air absent, ses gestes mécaniques. Cécile, qui l'observait depuis le comptoir, sentait bien que leur conversation nocturne avait ouvert une boîte de Pandore. « Tu vas l'appeler » demanda finalement la vieille dame. « Qui ça ? Ne me prends pas pour une idiote, Anaïs. Cet homme, Victor Monclerc, tu vas l'appeler. » Anaïs pétrissait sa pâte avec une violence inhabituelle, comme si elle cherchait à évacuer sa frustration dans la farine et l'eau. Je ne sais pas. Une partie de moi a envie de savoir la vérité. L'autre a peur de ce que je vais découvrir. Et s'il mentait, s'il était juste un homme désespéré qui s'accroche à n'importe quel espoir, alors je serais fixée. Mais s'il dit la vérité, Anaïs laissa sa phrase en suspens. Si Victor disait la vérité, cela signifiait qu'elle avait une famille, un père qui l'avait cherchée pendant 23 ans. Cela signifiait aussi qu'elle n'était pas l'orpheline abandonnée qu'elle avait toujours cru être. Le carillon de la porte tinta, et Victor Monclerc entra dans la boulangerie. Il portait un jean et un pull simple, bien loin de l'homme d'affaires en costume de la veille. Ses yeux étaient cernés, mais son regard exprimait une détermination nouvelle. « Bonjour », dit-il simplement. Cécile se raidit immédiatement. Elle détailla cet homme qui prétendait être le père de sa fille, cherchant sur son visage des traces de ressemblance avec Anaïs. Elle dut admettre qu'il y en avait, la forme des yeux, l'implantation des cheveux, cette façon particulière de pencher la tête quand il réfléchissait. « Vous êtes Cécile Fontaine ?» demanda Victor avec respect. « Oui. Et vous, vous êtes celui qui bouleverse la vie de ma fille ? Ce n'était pas mon intention. Mais après 23 ans de recherche, je ne pouvais pas ignorer ce qui s'est passé hier soir. » Anaïs sortit de son laboratoire, les mains couvertes de farine. Victor la contempla un instant, cherchant sur ses traits l'enfant qu'il avait perdu. Elle avait grandi, bien sûr, mais certains détails ne trompaient pas. La façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle était embarrassée, ses gestes précis quand elle manipulait la pâte, exactement comme Laurence avec ses ingrédients de cuisine. « J'ai réfléchi », annonça Anaïs. « Je veux faire les tests ADN, mais j'ai des conditions. » « Lesquelles ? Nous faisons ça dans un laboratoire officiel, avec toutes les garanties légales. Et si le résultat est positif, vous me laissez le temps de m'habituer à l'idée. Je ne veux pas être brusquée. » Victor hocha la tête, soulagé qu'elle accepte enfin de chercher la vérité. « J'ai un autre service à vous demander, » continua-t-elle. « Je voudrais voir la maison où cette Ophélie a grandi. Si je suis vraiment elle, peut-être que ça réveillerait des souvenirs. »« Bien sûr, quand vous voulez. » Cécile intervint, sa voix chargée d'inquiétude. « Ma chérie, es-tu sûre que c'est une bonne idée? Et si ça te fait plus de mal que de bien? Il faut que je sache, maman. J'ai vécu 23 ans dans le flou, à me demander d'où je venais. Si j'ai une chance de découvrir la vérité, je dois la saisir. » Victor sortit de sa poche une photo qu'il tendit à Anaïs. C'était un cliché de la propriété Monclerc, une imposante demeure du XVIIIe siècle entourée de jardins à la française. « C'est là qu'Ophélie a vécu ses 5 premières années. » Anaïs contempla l'image et sentit quelque chose remuer au fond de sa mémoire. Cette façade de pierre claire, ces hautes fenêtres, ce perron sculpté, tout lui semblait vaguement familier, comme un décor entrevu dans un rêve. « Les jardins », murmura-t-elle. « Il y a toujours eu ce jardin dans ma tête, avec des roses blanches. Derrière la maison, Laurence avait fait planter 100 rosiers pour célébrer la naissance d'Ophélie. » Les yeux d'Anaïs se remplirent de larmes. Ces images floues qui la hantaient depuis l'enfance prenaient soudain une consistance terrifiante. « Jacques, mon détective, a découvert des choses troublantes sur notre ancienne gouvernante, » reprit Victor. « Mireille Garnier, elle a disparu juste après l'enlèvement. Vous pensez qu'elle est impliquée,
C'est possible. Elle était très attachée à Ophélie, et elle traversait une période difficile après la mort de sa propre fille. Cécile écoutait l'échange avec une attention croissante. Ce nom, Mireille Garnier, lui disait quelque chose. Mais où avait-elle pu l'entendre? « Nous pourrions aller voir la maison maintenant, si vous voulez, » proposa Victor, et ensuite nous arrêter au laboratoire pour les prélèvements. Anaïs acquiesça, soudain pressée d'en finir avec l'incertitude. Elle retira son tablier et demanda à Cécile de s'occuper de la boutique. « Tu veux que je vienne avec toi ?» proposa la vieille dame. « Non, maman, il faut que je fasse ça seule. » Cécile regarda sa fille adoptive partir avec cet homme qui prétendait être son père biologique. Une angoisse sourde lui serrait le ventre. Et si elle perdait Anaïs? Et si, après avoir découvert ses origines aristocratiques, la jeune femme décidait que sa vie de boulangère ne lui suffisait plus, Victor et Anaïs traversèrent Bordeaux en silence, chacun perdu dans ses pensées. La Bentley franchit les grilles de la propriété Montclair, et Anaïs retint son souffle. La réalité dépassait la photo. La demeure était encore plus imposante, plus majestueuse qu'elle ne l'avait imaginée. « Vous aviez une vie privilégiée », observa-t-elle, intimidée par tant de grandeur. « L'argent ne protège pas du malheur », répondit simplement Victor. Cette maison n'a plus été un foyer depuis la disparition d'Ophélie. Ils descendirent de voiture et Victor guida Anaïs vers les jardins dès qu'elle aperçut les rosiers. Même dépouillée par l'hiver, Anaïs fut prise de vertige. Cette allée, cette fontaine au centre, ce banc de pierre sous le grand chêne, tout correspondait exactement aux images de ses rêves. Il y avait une balançoire, dit-elle d'une voix étranglée. Là-bas, sous l'arbre, Victor la fixa. Stupéfait, la balançoire avait été démontée après la disparition d'Ophélie, mais elle avait effectivement été accrochée à cette branche. Vous vous en souvenez? Je crois, c'est encore flou. Mais il y avait une femme qui me poussait, elle chantait. Laurence, votre mère chantait toujours quand elle vous poussait sur la balançoire. Anaïs s'effondra sur le banc de pierre, submergée par un flot de souvenirs qui remontaient à la surface. Des bribes d'images, de sensations, de voix qui prenaient enfin un sens. Cette femme aux cheveux blonds qui sentait la lavande, ses mains douces qui caressaient ses cheveux, cette voix qui murmurait « ma petite étoile » en l'abordant le soir. « Elle m'appelait comment ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Ma petite étoile, c'était son surnom pour vous. » Anaïs ferma les yeux et laissa les larmes couler librement. Pour la première fois de sa vie, les pièces du puzzle de son identité commençaient à s'assembler. Et quelque part dans sa mémoire ressuscitée, elle entendait distinctement la voix de Laurence qui chantait la berceuse de sa montre en la berçant tendrement. 3 jours plus tard, Victor et Anaïs se retrouvaient dans le bureau aseptisé du docteur Lemoine. Généticien réputé du CHU de Bordeaux, l'homme en blouse blanche tenait entre ses mains une enveloppe scellée qui contenait la vérité tant attendue. « Les résultats sont formels », annonça-t-il d'une voix neutre. « La compatibilité génétique est de 99,97%. Monsieur Montclair, vous êtes bien le père biologique de Mademoiselle Fontaine. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Victor sentit ses jambes se dérober sous lui et dut s'agripper au bord du bureau pour ne pas tomber. 23 ans d'espoir et de doute venèrent de s'effacer en une phrase. Sa fille était vivante. Ophélie était là, à côté de lui, adulte et belle, mais définitivement et scientifiquement sa fille. Anaïs, elle, fixait le rapport médical sans le voir vraiment. Les chiffres dansaient devant ses yeux. Marqueurs génétiques, séquences ADN, probabilités, tout confirmait l'impossible. Elle n'était plus Anaïs Fontaine, la petite orpheline de Bordeaux. Elle était Ophélie Montclair, héritière d'une fortune, fille d'un magnate des affaires. « Merci, docteur », parvint à articuler Victor d'une voix brisée par l'émotion. Ils sortirent de l'hôpital comme des somnambules, incapables d'échanger un mot. Dans la voiture, le silence était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Finalement, ce fut Anaïs qui le brisa. Comment est-ce qu'on survit à ça? Comment est-ce qu'on continue à vivre normalement après avoir appris que toute sa vie était un mensonge? Victor arrêta la Bentley sur le parking d'un café en bord de Garonne. Il avait besoin de parler, de rattraper 23 ans de silence, de faire connaissance avec cette fille qui lui était revenue d'entre les morts. « Parlez-moi de Laurence », demanda Anaïs une fois qu'ils furent installés à une table isolée. « De ma vraie mère ». Victor sortit son portefeuille et en extirpa une photo cornée qu'il avait toujours gardée sur lui.
Laurence souriait à l'objectif, tenant dans ses bras une petite fille aux boucles blondes. Elle était professeure de musique au conservatoire. Nous nous sommes rencontrés lors d'un concert de charité. Elle avait cette façon unique de voir la beauté partout, même dans les choses les plus simples. Elle est morte comment? Cancer du pancréas, diagnostiqué 3 ans après votre disparition. Elle s'est battue pendant 2 ans, mais la douleur de vous avoir perdu avait déjà commencé à la ronger de l'intérieur. Je pense qu'une partie d'elle avait cessé de vivre le jour où vous avez disparu. Anaïs sentit une culpabilité écrasante s'abattre sur elle. Sa mère biologique était morte en partie à cause de sa disparition. Et elle avait vécu heureuse avec Cécile, ignorant la souffrance qu'elle laissait derrière elle. Ne vous sentez pas coupable, devina Victor. Vous étiez une enfant, une victime. Et Laurence n'aurait jamais voulu que vous portiez ce poids. Racontez-moi ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de l'enlèvement. Victor ferma les yeux, replongeant dans le cauchemar qu'il avait revécu 1000 fois. C'était un dimanche de mars. Laurence était alitée. Son mal de dos la faisait souffrir. Mireille, notre gouvernante, a proposé de vous emmener au parc bordelais pour que vous puissiez jouer dehors. Nous lui faisions entièrement confiance. Elle s'occupait de vous depuis des années. Sa voix se brisa. Vous êtes parti vers 14h, à 18h, quand vous n'étiez pas rentré. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai appelé Mireille, mais son téléphone était éteint. J'ai foncé au parc, j'ai fouillé partout, j'ai interrogé tous les gens que je rencontrais. Personne ne vous avait vu. Et Mireille, évaporée, elle n'est jamais revenue chez nous, n'a jamais donné signe de vie. Sa petite maison était vide, comme si elle avait préparé sa fuite. Victor but une gorgée de café, mais la boisson avait un goût amer dans sa bouche. Jacques, mon détective, a découvert des choses troublantes sur elle. Elle avait perdu sa fille unique dans un accident de voiture 6 mois avant votre enlèvement. Une petite fille qui avait votre âge, qui vous ressemblait physiquement. Vous pensez qu'elle m'a enlevée pour remplacer sa fille morte. C'est notre théorie principale. Jacques a réussi à remonter sa piste. Elle a été internée dans un hôpital psychiatrique près de Toulouse il y a 15 ans. Épisode psychotique, déni de réalité, délire de substitution. Anaïs frissonna. L'idée d'avoir été kidnappée par une femme démente, qui voulait la transformer en sa fille décédée, était glaçante. Elle est toujours vivante. Oui, et selon les médecins, elle a des périodes de lucidité où elle pourrait nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Il faut qu'on aille la voir. Victor la regarda avec inquiétude. Êtes-vous sûre d'être prête? Ce qu'elle pourrait nous révéler risque d'être difficile à entendre. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai grandi loin de ma vraie famille. Ils roulèrent vers Toulouse dans un silence pesant. Victor avait prévenu Jacques, qui les attendait devant l'hôpital psychiatrique Saint-Jean. Le détective, un homme sec d'une 60aine d'années, les briefait sur l'état mental de Mireille. Elle alterne entre des phases de délire complet et des moments de clarté troublante. Quand elle est lucide, elle semble parfaitement consciente de ce qu'elle a fait. C'est même pire pour elle. Ils traversèrent les couloirs de l'établissement, guidés par une infirmière. L'odeur de désinfectant et les néons blafards créaient une atmosphère oppressante. Mireille Garnier était assise dans sa chambre, face à la fenêtre, immobile comme une statue. « Mireille » appela doucement l'infirmière. « Vous avez de la visite ». La femme se tourna lentement. À 70 ans, elle avait gardé une certaine beauté, mais ses yeux portèrent la marque d'une souffrance indicible, quand son regard tomba sur Anaïs. Elle poussa un cri étouffé. « Ophélie, ma petite Ophélie, tu es revenue !» Elle voulut se lever, mais ses jambes tremblèrent trop. Anaïs s'approcha prudemment, partagée entre la compassion et l'effroi. « Bonjour Mireille, je m'appelle Anaïs maintenant. »« Non, non, tu t'appelles Ophélie, tu es ma petite fille, ma petite étoile. » Mireille tendait les mains vers elle avec une expression de bonheur pathétique. Victor intervint, sa voix dure comme l'acier. « Assez, Mireille. Ophélie n'est pas votre fille. Vous l'avez enlevée, vous nous l'avez volée. » Le visage de la vieille femme se décomposa. Soudain, la folie laissa place à une lucidité cruelle. « Monsieur Victor, » chuchota-t-elle, « je savais que vous finiriez par la retrouver. »« Pourquoi ?» explosa Victor. « Pourquoi nous avez-vous fait ça? Pourquoi avez-vous détruit notre famille ?» Mireille baissa la tête, les larmes coulant sur ses joues creusées. « Ma Marie était morte. Ma petite Marie, si belle, si douce. Vous aviez tout, monsieur Victor. L'argent,
la santé, l'amour. Moi, j'avais perdu la seule chose qui comptait dans ma vie. Alors vous avez décidé de nous voler notre fille. Je voulais juste la prendre un peu. Pour combler le vide. Et puis, quand je l'ai eue avec moi, elle était si triste, si effrayée. Elle réclamait sa maman Laurence sans arrêt. Mireille leva les yeux vers Anaïs, avec une expression de remords infini. J'ai essayé d'être une bonne mère pour toi, ma chérie, mais tu ne voulais pas m'aimer. Tu ne voulais que retourner chez tes vrais parents. Alors pourquoi vous ne m'avez pas ramenée ? Demanda Anaïs d'une voix tremblante. Parce que j'avais trop peur d'aller en prison, peur que vous me haïssiez. Alors j'ai attendu, et plus j'attendais, plus c'était impossible de faire marche arrière. Et la demande de rançon ? Intervint Jacques. Nous savons qu'il y a eu une tentative d'extorsion. Mireille hocha la tête honteusement. Mon neveu Bernard, il a appris ce que j'avais fait et il a voulu en profiter. Il a envoyé une lettre de chantage, mais il ne vous l'a jamais remise. Il préférait garder l'argent pour lui. Victor serra les poings. Tout ce gâchis à cause de la cupidité et de la lâcheté humaine. Où avez-vous gardé ma fille pendant toutes ces années ? Dans une petite maison près de Bergerac. Je lui avais dit que ses parents étaient morts, que j'étais sa nouvelle maman. Mais elle n'y croyait pas. Elle gardait toujours cette montre de sa vraie mère. Et elle pleurait en écoutant la mélodie. Les dernières pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Pourquoi l'avez-vous abandonnée devant l'église ? Parce que je n'en pouvais plus. Elle dépérissait. Elle ne mangeait plus. Elle faisait des cauchemars terribles. J'ai compris que je la tuais à petit feu en la gardant loin de sa vraie famille. Alors j'ai préféré la confier à Dieu plutôt que de la voir mourir de chagrin. Anaïs sentit sa colère se muer en une étrange compassion. Cette femme avait commis l'irréparable. Mais elle avait fini par sauver la vie qu'elle avait d'abord détruite. La mélodie de la montre, murmura-t-elle. Comment l'aviez-vous programmée ? Je l'avais enregistrée en secret quand Madame Laurence te chantait ta berceuse. Je voulais que tu n'oublies jamais ta vraie maman. Même si tu devais vivre avec moi, dans un élan de miséricorde inattendu, Anaïs prit la main flétrie de Mireille. Merci, dit-elle simplement. De quoi, ma chérie ? De m'avoir rendu ma vraie famille, même si ça a pris 23 ans. Le voyage de retour vers Bordeaux se déroula dans un silence lourd de sens. Anaïs regardait défiler le paysage par la vitre, l'esprit submergé par les révélations de Mireille. Victor jetait de temps en temps des coups d'œil inquiets vers sa fille retrouvée, n'osant pas briser ce moment de réflexion qui lui semblait nécessaire. « Vous pouvez me déposer à la boulangerie ?» finit par demander Anaïs d'une voix neutre. « Bien sûr, vous voulez qu'on se revoie bientôt. J'ai besoin de temps, Victor, pour digérer tout ça, pour réfléchir à ce que ça change dans ma vie. » Victor hocha la tête. Même si chaque fibre de son être lui criait de ne pas laisser partir sa fille, il avait déjà perdu 23 ans. L'idée de la perdre à nouveau, même temporairement, lui était insupportable. « Je comprends. Mais promettez-moi de ne pas disparaître. J'ai votre numéro de téléphone, mais je ne disparaîtrai pas, » le rassura Anaïs. Cette fois, c'est moi qui choisis. La Bentley s'arrêta devant la petite boulangerie. Anaïs descendit sans se retourner, poussant la porte vitrée qui tinta familièrement. Cécile était derrière le comptoir, servant une cliente âgée, mais son regard se dirigea immédiatement vers sa fille adoptive. « Alors ?» demanda-t-elle une fois la boutique vide. « C'est confirmé. Je suis Ophélie Monclerc. » Cécile encaissa le coup sans broncher. Mais Anaïs vit ses mains trembler légèrement quand elle rangea la monnaie dans le tiroir-caisse. « Et maintenant ? Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais plus qui je suis, où est ma place, ce que je dois faire de cette information. » Anaïs monta dans l'appartement et s'effondra sur son lit d'enfant. Celui-là même où Cécile l'avait bordé pendant tant d'années. Les murs de sa chambre étaient tapissés de ses dessins d'enfants, de photos de classe, de tous ces souvenirs qui constituaient sa vraie vie. Comment concilier cette identité construite avec celle qu'elle venait de retrouver ? Cécile la rejoignit avec 2 tasses de thé, s'asseyant au bord du lit comme elle le faisait quand Anaïs était petite et faisait des cauchemars. « Tu as peur que je te quitte, c'est ça ?» demanda doucement la jeune femme. « Cette pensée m'a traversé l'esprit. » Avoua Cécile. « Victor Monclerc peut t'offrir une vie que je n'ai jamais pu te donner. L'argent, le prestige, un nom respecté. Tu crois vraiment que c'est ce qui compte pour moi ?» Cécile haussa les épaules, mais ses yeux brillaient de larmes contenues. « Tu découvres que tu es l'héritière d'une fortune,
que tu appartiens à l'aristocratie bordelaise. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas ?» Anaïs prit les mains de sa mère adoptive dans les siennes. « Maman, écoute-moi bien. Victor Moncler est peut-être mon père biologique, mais tu es celle qui m'a élevée, qui m'a appris à marcher, à lire, à faire du pain. Tu es celle qui m'a consolée pendant mes chagrins d'amour, qui m'a soignée quand j'étais malade. Tu es ma vraie mère, peu importe les tests ADN, mais tu as aussi le droit de connaître ton père, de renouer avec tes origines. Oui, peut-être, mais ça ne changera rien à ce que nous sommes, toi et moi. » Elles s'embrassèrent tendrement, et pour la première fois depuis des jours, Anaïs se sentit un peu apaisée. Quoi qu'il arrive, elle avait encore un foyer, une famille qui l'aimait inconditionnellement. Le lendemain matin, Victor ne put s'empêcher de passer devant la boulangerie. Il n'entra pas, se contentant de regarder Anaïs travailler derrière sa vitrine. Elle pétrissait sa pâte avec les mêmes gestes précis que Laurence quand elle préparait ses gâteaux. Cette continuité dans le geste, cette transmission mystérieuse des talents de mère en fille, l'émut aux larmes. Son téléphone sonna. Jacques, le détective. « Victor, j'ai du nouveau sur Bernard Garnier, le neveu de Mireille. Il vit toujours dans la région de Bergerac. Il pourrait nous en dire plus sur les années où Ophélie était cachée. C'est nécessaire. Elle a déjà assez souffert avec les révélations d'hier. Je pense qu'il faut qu'elle sache tout. Les zones d'ombre ne lui rendront pas service pour se reconstruire. » Victor soupira. Jacques avait raison, mais l'idée d'infliger de nouvelles épreuves à sa fille lui était douloureuse. « D'accord, organisez un rendez-vous avec ce Bernard. Il y a autre chose, Victor. J'ai fouillé dans les archives de l'église Saint-Michel. Cécile Fontaine a bien trouvé Ophélie devant l'église. »« Mais quoi ? Elle a menti aux services sociaux. Elle a déclaré qu'Anaïs était sa nièce, que ses parents étaient morts en Espagne. Elle a falsifié des documents pour l'adopter officieusement. Elle a voulu la protéger. Certes, mais légalement. L'adoption n'a jamais été officielle. Techniquement, Ophélie est toujours sous votre autorité parentale. » Victor accusa le coup. Il avait le droit légal de récupérer sa fille, mais moralement, c'était bien plus compliqué. Dans la boulangerie, Anaïs servait ses clients habituels avec un sourire forcé. Madame Durand, la fleuriste d'à côté, remarqua son air absent. « Ça va, ma petite Anaïs? Tu as l'air tracassée. Des histoires de famille compliquées. Rien de grave. Tu sais, les familles, c'est comme la pâte à pain. Parfois ça lève mal, parfois ça retombe. Mais au final, on arrive toujours à en faire quelque chose de bon. » Anaïs sourit malgré elle. Les métaphores culinaires de sa clientèle avaient toujours eu le don de la réconforter. L'après-midi, Victor se décida enfin à entrer dans la boutique. Il acheta une baguette qu'il n'avait pas l'intention de manger, juste pour avoir un prétexte de parler à sa fille. « Comment allez-vous » demanda-t-il avec précaution. « Je réfléchis beaucoup. C'est étrange de découvrir qu'on a une autre identité, une autre histoire. J'imagine, moi, ça fait 23 ans que je rêve de ce moment. Mais maintenant qu'il est là, je ne sais pas comment m'y prendre. » Anaïs le regarda avec curiosité. Cet homme puissant, habitué à gérer des millions d'euros, semblait complètement démuni face à elle. « Vous pourriez peut-être me parler de mon enfance. De qui j'étais avant Mireille. » Les yeux de Victor s'illuminèrent. Enfin quelque chose qu'il pouvait faire, partager ces souvenirs précieux qu'il avait gardés intacts pendant toutes ces années. « Vous étiez une enfant très curieuse, toujours en train de poser des questions. Vous vouliez comprendre comment tout fonctionnait, pourquoi les fleurs poussaient, pourquoi la lune changeait de forme, pourquoi les oiseaux chantaient, et j'aimais cuisiner. Vous passiez des heures dans la cuisine avec Laurence. Vous aviez votre propre petit tablier, vos ustensiles miniatures. À 4 ans, vous saviez déjà casser un œuf sans en mettre partout. » Anaïs sentit un sourire étirer ses lèvres. Ces détails résonnaient en elle comme des échos lointains. Laurence voulait vous apprendre le piano aussi. Mais vous préfériez la pâtisserie? Vous disiez que faire des gâteaux, c'est comme faire de la musique avec les mains. J'ai dit ça. À 4 ans et demi, très sérieusement, Laurence en riait encore des années plus tard. Une bouffée de mélancolie envahit Anaïs. Cette mère qu'elle avait perdue, cette complicité qu'elles avaient partagée, tous ces moments volés par la folie de Mireille, elle me manque, avoua-t-elle. C'est idiot, je ne me souviens même pas vraiment d'elle, mais elle me manque. Elle vous manque à moi aussi. Chaque jour, depuis 18 ans, Victor sortit de sa poche une petite boîte de velours bleu. Ceci vous appartient.
Laurence l'avait fait graver pour votre 5e anniversaire. Vous deviez la recevoir le jour de votre disparition. » À l'intérieur se trouvait une fine chaîne en or avec un pendentif en forme d'étoile sur lequel était gravé « À ma petite étoile, maman. » Anaïs porta la main à sa gorge, émue aux larmes. « Je ne peux pas accepter ça, c'est trop. Elle vous appartient de droit. Laurence l'a choisie spécialement pour vous. » Anaïs prit le bijou avec des mains tremblantes. Ce simple objet créait un lien tangible avec sa mère biologique, une connexion qu'elle n'avait jamais eue. « Merci », murmura-t-elle. Jacques a retrouvé la trace de Bernard Garnier, le neveu de Mireille. Il pourrait nous en dire plus sur vos années cachées. Vous vous sentez prête à le rencontrer. Anaïs hésita. Chaque révélation la rapprochait de sa vérité, mais aussi de douleurs qu'elle n'était pas sûre de pouvoir supporter. D'accord, mais cette fois, je veux que Cécile vienne avec nous. Elle fait partie de mon histoire. Elle aussi. Bien sûr, demain, si vous voulez. Quand Victor partit, Anaïs monta rejoindre Cécile qui préparait le dîner. Elle lui montra le collier, lui raconta leur conversation. « Tu vois, je ne risque pas de t'oublier, mais j'ai besoin de connaître toute la vérité pour pouvoir aller de l'avant, cette nuit-là. » Anaïs dormit avec le collier de Laurence autour du cou, pour la première fois depuis longtemps. Elle ne fit pas de cauchemar. Dans ses rêves, une femme aux cheveux blonds lui chantait une berceuse en la poussant sur une balançoire, sous un ciel étoilé plein de promesses. Bernard Garnier habitait une maison délabrée en bordure de Bergerac, entourée d'un jardin envahi par les mauvaises herbes. L'homme qui leur ouvrit la porte avait 65 ans, et le visage buriné de quelqu'un qui avait trop bu et trop fumé. Ses yeux se plissèrent avec méfiance quand il reconnut Victor. « Monsieur Monclerc, je me doutais bien que vous finiriez par me retrouver. Nous devons parler, Bernard, de votre tante, d'Ophélie, et de ce qui s'est vraiment passé pendant toutes ces années. » Bernard les fit entrer dans un salon sombre qui sentait le tabac froid. Anaïs se serra instinctivement contre Cécile. Mal à l'aise dans cette atmosphère pesante, Victor resta debout, dominant l'homme de sa prestance naturelle. « Ma fille a le droit de savoir la vérité, » déclara-t-il d'une voix ferme. « Votre fille ?» Bernard ricana amèrement. « Vous voulez dire la petite que ma tante a élevée comme sa propre enfant pendant des années, celle qu'elle appelait Marie, comme sa vraie fille morte. » Anaïs tressaillit. Marie, ce prénom résonnait étrangement dans sa mémoire, comme un écho douloureux. « Racontez-nous tout depuis le début !» intervint Jacques en sortant un carnet de notes. Bernard alluma une cigarette d'une main tremblante. Mireille était devenue folle après l'accident. Sa petite Marie était tout pour elle depuis que son mari l'avait quittée. Quand la gosse est morte, elle a complètement perdu la boule. Il tira une longue bouffée avant de continuer. Elle est venue me voir un soir de mars 2002, complètement hystérique. Elle avait cette gamine avec elle, terrifiée, qui n'arrêtait pas de pleurer en réclamant sa maman. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ?» demanda Victor. Les mâchoires serrées, qu'elle avait trouvé une nouvelle Marie, qu'elle allait pouvoir recommencer à être maman. Elle délirait complètement, mais la petite était là, réelle. Alors j'ai compris qu'elle avait fait une connerie énorme. Anaïs sentit sa gorge se serrer. Ses souvenirs flous qui la hantaient depuis l'enfance commençaient à prendre une forme terrifiante. J'ai essayé de la raisonner, de lui dire de ramener l'enfant chez ses parents, mais elle était dans un état, elle menaçait de se suicider si on lui enlevait sa nouvelle Marie. Alors vous l'avez aidée à nous la cacher, accusa Victor. J'ai loué une petite maison isolée près d'ici sous mon nom. Mireille s'y est installée avec la petite. Elle lui avait raconté que ses vrais parents étaient morts, qu'elle était sa nouvelle maman. Cécile prit la main d'Anaïs qui tremblait. « Comment était-elle ? Comment j'étais ?» demanda la jeune femme d'une voix brisée. Bernard la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Au début, tu étais inconsolable. Tu passais tes journées à pleurer, à réclamer ta maman Laurence et ton papa Victor. Mireille essayait de te consoler, mais tu ne voulais rien entendre. Et après, tu as commencé à t'habituer, les enfants. Ça s'adapte plus vite que nous. Mireille était gentille avec toi. Elle t'achetait tout ce que tu voulais. Elle te chantait des berceuses, la berceuse de ma montre. Oui, elle l'avait enregistrée en secret quand elle travaillait chez vous. Elle disait que c'était pour que tu n'oublies jamais ta vraie maman, même si tu devais vivre avec elle. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Anaïs essayait de reconstituer ses années perdues, de comprendre cet enfant qu'elle avait été,
Et la demande de rançon, reprit Victor. Bernard baissa les yeux, honteux. Ça, c'était mon idée. Une idée stupide. Je me disais que si vous étiez prêt à payer, on pourrait récupérer l'argent et vous rendre la petite. Tout le monde serait content. Sauf que vous n'avez jamais envoyé la lettre. J'ai eu la trouille. Si vous appeliez les flics, si vous refusiez de payer, Mireille aurait fini en prison. Et moi aussi. Alors j'ai préféré laisser tomber. Victor serra les poings. 23 ans de souffrance à cause de la lâcheté de cet homme. Combien de temps ai-je vécu avec Mireille ? Demanda Anaïs. Presque 3 ans. Jusqu'à ce qu'elle commence vraiment à péter les plombs. Elle mélangeait tout. Elle t'appelait tantôt Ophélie, tantôt Marie. Elle avait des crises où elle ne te reconnaissait plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, elle m'a appelée en pleine nuit. Elle était complètement hystérique. Elle disait que tu étais malade, que tu allais mourir si elle ne te rendait pas à ta vraie famille. Bernard écrasa sa cigarette dans un cendrier déjà plein. Quand je suis arrivée, tu étais recroquevillée dans un coin. Tu ne parlais plus, tu ne mangeais plus. Tu tenais juste cette montre contre toi, comme un talisman. Mireille pleurait en disant qu'elle avait tout gâché, qu'elle t'avait rendu malade. C'est là qu'elle a décidé de m'abandonner. Elle ne savait plus quoi faire. Elle ne pouvait pas te ramener chez vous. Elle avait trop peur des conséquences. Mais elle voyait bien que tu dépérissais loin de ta vraie famille. Alors elle m'a laissée devant l'église, conclut Anaïs. Elle a dit qu'elle te confiait à Dieu, que c'était la seule chose qu'elle pouvait encore faire pour toi. Anaïs sentit les larmes couler sur ses joues. Cette femme qui l'avait kidnappée avait fini par la sauver, à sa manière tordue. Et après ? Demanda Victor. Qu'est-ce que Mireille est devenue ? Elle a complètement disjoncté. Elle parlait de sa petite Marie qui était partie au paradis. Elle mélangeait sa fille morte et Ophélie. Les voisins ont fini par alerter les services sociaux et elle a été internée. Vous ne l'avez jamais revue ? Si, quelquefois au début, mais elle ne me reconnaissait plus. Elle vivait dans son propre monde, avec ses 2 filles fantômes, Cécile, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. Pourquoi vous ne l'avez jamais dénoncée ? Pourquoi vous n'avez jamais dit aux autorités qu'Anaïs était Ophélie Monclerc ? Bernard haussa les épaules. Parce que la petite avait l'air heureuse avec vous. Quand je l'ai vue grandir, devenir cette jeune femme épanouie, je me suis dit que peut-être, au final, les choses s'étaient arrangées pour le mieux. Pour le mieux, explosa Victor. J'ai passé 23 ans à chercher ma fille. Sa mère est morte de chagrin. Vous trouvez ça pour le mieux ? Je sais que j'ai mal agi, admit Bernard. Mais qu'est-ce que ça aurait changé ? Ophélie était bien avec Madame Fontaine. Elle avait retrouvé une famille aimante. Ce n'était pas votre décision à prendre. Anaïs se leva soudainement. Incapable de supporter davantage cette conversation. Ça suffit, tout ça, c'est du passé. On ne peut rien y changer. Elle sortit dans le jardin désolée, respirant l'air frais pour chasser l'oppression qui l'étouffait. Victor et Cécile la suivirent. Inquiet. « Ma chérie, ça va ?» demanda Cécile. « Je crois que je commence à comprendre pourquoi j'ai toujours eu cette peur de l'abandon, cette sensation que les gens que j'aime vont disparaître. » Mireille ne voulait pas te faire du mal, dit doucement Victor. Dans sa folie, elle pensait t'aimer. Je sais, et c'est ça le plus terrible. Elle m'a kidnappée par amour. Elle m'a abandonnée par amour. Même Bernard. Il s'est tu par amour, pour ce qu'il pensait être mon bonheur. Anaïs regarda alternativement Victor et Cécile. Vous aussi, vous m'aimez tous les deux, mais votre amour me met dans une position impossible. Je ne peux pas être à la fois Ophélie et Anaïs. Je ne peux pas avoir 2 familles sans faire souffrir l'une des 2. Tu n'as pas à choisir, assura Cécile. Nous pouvons apprendre à partager. Vraiment, Victor. Vous seriez prêt à partager votre fille retrouvée avec la femme qui l'a élevée illégalement. Et toi, maman, tu accepterais de voir ton enfant découvrir qu'elle a une autre famille, plus riche, plus prestigieuse. Le silence qui suivit était éloquent. Les non-dits, les peurs, les jalousies latentes remontaient à la surface. « Il faut qu'on rentre », dit finalement Anaïs. « J'ai besoin de réfléchir à tout ça, de comprendre qui je veux être maintenant que je sais qui j'étais, sur le chemin du retour. » Personne ne parlait. Chacun était perdu dans ses pensées, digérant les révélations de Bernard. La vérité était enfin complète, mais elle ne les libérait pas pour autant. Au contraire, elle posait de nouvelles questions.
plus douloureuses encore. Comment construire l'avenir quand le passé vous rattrape avec autant de violence? Comment réconcilier deux identités, deux familles, deux vies qui n'auraient jamais dû se croiser? Anaïs ferma les yeux et caressa machinalement le collier de Laurence qu'elle portait sous son pull. Quelque part entre Ophélie et Anaïs, elle devrait trouver la femme qu'elle voulait vraiment être. Une semaine s'était écoulée depuis la rencontre avec Bernard Garnier, une semaine pendant laquelle Anaïs avait oscillé entre colère, tristesse et une étrange forme d'acceptation. Elle avait fermé la boulangerie pendant 3 jours, incapable de faire face aux clients et à leurs questions innocentes sur son air préoccupé. Ce matin-là, elle se réveilla avec une résolution nouvelle. Elle ne pouvait pas rester indéfiniment dans les limbes entre ces deux identités. Il fallait qu'elle prenne une décision, qu'elle trace sa route entre Ophélie et Anaïs. « Maman », appela-t-elle en descendant dans la cuisine. Cécile préparait le petit déjeuner, mais ses gestes étaient en mécanique, son esprit visiblement ailleurs. « J'ai réfléchi », annonça Anaïs en s'asseyant à la table familière. « Je veux essayer de construire une relation avec Victor, pas pour te remplacer, mais parce que j'ai besoin de connaître cette partie de moi. » Le visage de Cécile se crispa imperceptiblement. « C'est ton droit, ma chérie. Tu n'as pas besoin de ma permission. »« Si, j'en ai besoin, parce que tu es ma mère, celle qui m'a élevée, celle qui compte vraiment. Victor est mon père biologique, mais toi, tu es ma vraie famille. » Les yeux de Cécile se remplirent de larmes de soulagement. « Tu ne peux pas savoir à quel point j'avais peur de te perdre. Tu ne me perdras jamais, mais j'aimerais que tu m'aides à faire connaissance avec lui, que tu viennes parfois, que tu fasses partie de cette reconstruction. Tu es sûre que c'est ce que tu veux? Certaine? Nous sommes une famille étrange, certes, mais nous sommes une famille, Victor, toi et moi. Il faut qu'on apprenne à fonctionner ensemble. » 1 heure plus tard, Anaïs appelait Victor, sa voix tremblait légèrement, trahissant sa nervosité. « Bonjour, papa. » Le mot était sorti tout seul, et Victor dut s'asseoir tant l'émotion le submergeait. « Bonjour, ma petite étoile. J'aimerais qu'on se voie, qu'on essaie vraiment de faire connaissance, mais pas dans votre grande maison, pas dans ma petite boulangerie, quelque part de neutre, où vous voulez, dans le jardin public, près de la roseraie, à 15 heures, ça vous va? J'y serai. » Victor raccrocha et resta un long moment immobile dans son bureau. Sa fille voulait le voir, voulait apprendre à le connaître. Après 23 ans d'attente, il allait enfin pouvoir être un père. L'après-midi, ils se retrouvèrent sur un banc face aux rosiers dépouillés par l'hiver. Victor avait apporté un album photo. Anaïs tenait dans ses mains l'horloge qui ne la quittait jamais. « Racontez-moi votre vie », dit-elle simplement. « Ces 23 dernières années, ce que vous avez fait, ce que vous avez ressenti. » Victor ouvrit l'album à la première page. Une photo de lui et Laurence le jour de leur mariage. « Après votre disparition, notre couple n'a pas résisté au chagrin. Nous nous sommes accrochés l'un à l'autre. Mais parfois, l'amour ne suffit pas face à une telle épreuve. Vous vous disputiez. Nous culpabilisions. Laurence se reprochait d'avoir fait confiance à Mireille. Moi, je me reprochais de ne pas avoir été plus vigilant. Chaque anniversaire de votre disparition était un calvaire. » Il tourna la page, montrant une photo de Laurence dans un lit d'hôpital, amaigrie par la maladie. Quand elle est tombée malade, elle a dit que c'était sa punition. Que Dieu la rappelait parce qu'elle n'avait pas su protéger sa fille. « Elle n'y était pour rien », murmura Anaïs. « Je le sais, vous le savez, mais elle n'arrivait pas à s'en convaincre. Avant de mourir, elle m'a fait promettre de ne jamais cesser de vous chercher. Et vous avez tenu promesse, chaque jour. J'ai financé des associations d'aide aux familles d'enfants disparus, j'ai créé une fondation, j'ai consulté des dizaines de détectives. Votre chambre est restée exactement comme vous l'aviez laissée. » Victor sortit une clé de sa poche. « J'aimerais que vous veniez la voir. Pas pour y habiter, juste pour que vous sachiez que vous avez toujours eu votre place chez moi. » Anaïs prit la clé, surprise par son poids symbolique. « Et votre travail, vos affaires, elles ont continué à prospérer. Mais ça n'avait plus beaucoup de sens. À quoi bon construire un empire si on n'a personne à qui le léguer? Vous ne vous êtes jamais remarié? Non, il y a eu des femmes, bien sûr, mais aucune relation sérieuse. Mon cœur était resté avec Laurence et avec vous. » Ils restèrent silencieux un moment, regardant les jardiniers préparer les rosiers pour le printemps. « Et vous ?» demanda finalement Victor. « Racontez-moi votre vie, vos joies, vos peines, je veux tout savoir. »
Anaïs sourit, touchée par cette curiosité paternelle qu'elle découvrait. J'ai eu une enfance heureuse avec Cécile. Elle m'a donné tout l'amour qu'elle pouvait, même si elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle vous a appris à faire du pain. Oui, très tôt. J'avais 6 ans quand j'ai touché ma première pâte. C'était comme retrouver un ami perdu. Vous avez toujours su que c'était votre voie. Toujours, au lycée, mes professeurs voulaient que je fasse des études supérieures. Mais moi, je rêvais de reprendre la boulangerie de Cécile. Et côté cœur, Anaïs rougit légèrement. Il y a eu quelques histoires, mais rien de très sérieux. Cécile dit que j'ai peur de l'engagement. Et c'est vrai. Peut-être. J'ai toujours eu cette angoisse de l'abandon. Cette sensation que les gens que j'aime vont disparaître. Maintenant, je comprends mieux d'où ça vient. Victor tendit la main vers elle. Hésitant, Anaïs la prit dans la sienne, surprise par la douceur de ce contact paternel. « Je ne disparaîtrai plus jamais, » promit-il. « Plus jamais. »« Je sais, et moi non plus. » Ils décidèrent de se rendre ensemble chez Victor. La demeure était encore plus impressionnante de l'intérieur, avec ses hauts plafonds, ses boiseries anciennes et ses œuvres d'art. Mais ce qui frappa le plus Anaïs, c'est à quel point la maison semblait vide, comme un musée déserté. « Elle est magnifique, mais elle manque de vie », observa-t-elle. « C'est exactement ça. Depuis que Laurence n'est plus là, c'est devenu un mausolée. » Victor la guida jusqu'au premier étage, s'arrêtant devant une porte fermée. « Votre chambre », annonça-t-il d'une voix émue. Il tourna la poignée, et Anaïs découvrit une chambre d'enfant parfaitement préservée. Un lit à baldaquin rose, des peluches soigneusement alignées, une coiffeuse miniature avec un miroir en forme de cœur. « C'est comme une capsule temporelle », murmura-t-elle. « J'espérais que ça vous aiderait à vous souvenir. » Anaïs s'approcha de la fenêtre qui donnait sur le jardin. Soudain, les souvenirs affluèrent avec une netteté saisissante. Elle se revoyait accoudée à cette même fenêtre, regardant Laurence arroser ses roses blanches. Elle se rappelait avoir sauté sur ce lit en riant aux éclats. Elle entendait presque la voix de sa mère qui l'appelait pour le goûter. « Ça revient », chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. Victor s'approcha doucement. « Qu'est-ce que vous vous rappelez ? Maman, Laurence, elle était si belle, si douce. Elle sentait la lavande, et elle chantait tout le temps. Elle avait une voix magnifique. » Anaïs se tourna vers lui, le visage baigné de larmes. « Pourquoi j'ai oublié tout ça ? Pourquoi j'ai oublié que j'étais aimée ? Parce que c'était trop douloureux pour une enfant de 5 ans. Votre esprit vous a protégé en effaçant ce qui vous faisait souffrir. Mais maintenant, je me souviens, et ça fait mal et du bien à la fois. » Victor la prit dans ses bras, et pour la première fois depuis 23 ans, il serra sa fille contre lui. Elle ne résista pas, se laissant bercer par cette étreinte paternelle qu'elle avait inconsciemment attendue toute sa vie. « Je voudrais vous présenter quelque chose, » dit Victor en la relâchant doucement. Il ouvrit un tiroir de la commode et en sortit un carnet relié de cuir rouge. Le journal de Laurence. Elle écrivait dedans tous les soirs. Elle vous racontait sa journée, ses espoirs pour vous, ses rêves d'avenir. Elle a continué à m'écrire après ma disparition. Jusqu'à sa mort, chaque soir, elle vous racontait ce qui s'était passé, comme si vous étiez encore là. Anaïs ouvrit le carnet à une page au hasard et lut d'une voix tremblante. « Ma petite Ophélie, aujourd'hui papa a planté 3 nouveaux rosiers pour toi. Il dit que quand tu reviendras, tu auras le plus beau jardin du monde. Moi, je lui ai préparé tes biscuits préférés, ceux en forme d'étoile. Ils t'attendent dans la cuisine. » Comme tous les jours, elle referma le carnet, submergée par l'émotion. Elle ne m'a jamais oubliée. Jamais, et moi non plus. Ce soir-là, Anaïs rentra chez Cécile avec le journal de Laurence et une nouvelle sérénité dans le cœur. Elle avait trouvé sa place entre ces 2 identités. Elle était Anaïs Fontaine, la fille adoptive de Cécile, et Ophélie Monclerc, la fille retrouvée de Victor et Laurence. Les 2 ne s'excluaient pas, elles se complétaient. 2 mois avaient passé depuis les grandes révélations, et un équilibre précieux s'était installé entre Victor, Anaïs et Cécile. Tous les dimanches, ils déjeunaient ensemble, tantôt chez Victor, tantôt dans l'appartement au-dessus de la boulangerie. Ces repas avaient quelque chose de surréaliste, un magnate des affaires, une ancienne femme de ménage et une jeune boulangère qui apprenait à devenir une famille. Ce matin-là,
Anaïs descendit dans sa boulangerie avec une détermination nouvelle. Elle avait passé la nuit à réfléchir à un projet qui lui tenait à cœur depuis des semaines. Cécile la regardait pétrir sa pâte avec cette énergie particulière qui annonçait toujours ses grandes décisions. « Tu mijotes quelque chose », observa la vieille dame en souriant. « J'aimerais transformer la boulangerie, maman, en faire quelque chose de plus grand, de plus utile. » « Comment ça ? Une chaîne de boulangerie qui emploierait des gens en difficulté, des anciens détenus, des jeunes sans formation, des femmes battues qui cherchent un nouveau départ, leur donner une chance, un métier, une dignité. » Les yeux de Cécile s'illuminèrent. « C'est une belle idée, ma chérie, mais ça demande des moyens. J'ai pensé proposer le projet à Victor. Il a les ressources financières et moi j'ai l'expertise. Nous pourrions être associés. » Victor, quand elle lui présenta son idée le soir même, fut immédiatement séduit. « C'est exactement ce dont cette ville a besoin », s'enthousiasma-t-il. « Un projet qui crée de l'emploi et du lien social. » Laurence aurait adoré cette idée. « Vous accepteriez de financer ça. Mieux que ça, je propose qu'on crée une fondation. La fondation Laurence Moncler. Une partie sera dédiée à votre projet de boulangerie solidaire. L'autre à l'aide aux familles d'enfants disparus. » Anaïs sentit son cœur se gonfler de joie. Non seulement son père biologique soutenait son rêve, mais il trouvait un moyen d'honorer la mémoire de Laurence. « Et Cécile ?» demanda-t-elle. « J'aimerais qu'elle soit impliquée dans le projet. Bien sûr, elle pourrait être la coordinatrice des formations. Personne ne connaît mieux qu'elle les difficultés des gens modestes. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Victor mobilisa ses équipes juridiques et financières. Anaïs établit les programmes de formation. Et Cécile, malgré son âge, se révéla une organisatrice hors pair. La première boulangerie pilote ouvrirait dans le quartier des Chartrons, dans un local que Victor avait acheté et rénové. Entre deux réunions, Anaïs prenait le temps de rendre visite à Mireille. La vieille femme traversait des phases de plus en plus difficiles. Mais elle avait encore des moments de lucidité parfaite. « Tu es venue », murmura Mireille en reconnaissant Anaïs. « Ma petite Ophélie ?»« Non, Anaïs. Pardonne-moi, je mélange encore. »« Ce n'est pas grave, Mireille. Comment allez-vous ? » ?»« Mieux, maintenant que je sais que tu vas bien, que tu as retrouvé ton père. » Anaïs s'assit au bord du lit, prenant la main décharnée de la vieille femme. « Je voulais vous dire merci. »« Merci, mais ma pauvre enfant, je t'ai fait tant de mal. Vous m'avez aussi sauvée. À votre manière, sans vous, je n'aurais jamais rencontré Cécile. Je n'aurais jamais eu cette enfance heureuse qu'elle m'a donnée. Tu ne m'en veux pas. Je vous ai pardonné, Mireille. Vous étiez brisée par la douleur. Vous avez agi par amour, même si c'était mal. Et au final, vous avez eu le courage de me confier à quelqu'un qui pouvait m'aimer vraiment. » Mireille pleurait silencieusement. « Ma Marie, ma vraie Marie me manque toujours. Mais je suis heureuse que tu aies pu grandir, entourée d'amour. Elle vous manquera toujours. Et c'est normal. Mais maintenant, vous pouvez être en paix. » Quand Anaïs ressortit de l'hôpital, elle avait les yeux rougis, mais le cœur léger. Le pardon libérait autant celui qui le donnait que celui qui le recevait. L'inauguration de la première boulangerie solidaire eut lieu un matin de mai ensoleillé. Le maire de Bordeaux était présent, ainsi que de nombreux journalistes. Anaïs, vêtue de sa plus belle robe mais gardant son tablier de boulangère par-dessus, prononça un discours qui émut l'assistance. « Cette boulangerie n'est pas seulement un commerce », déclara-t-elle devant les caméras. « C'est un symbole d'espoir. Ici travailleront des personnes qui ont connu l'échec, l'exclusion, parfois le désespoir. Nous leur offrons une chance de se reconstruire, de retrouver leur dignité par le travail. » Elle marqua une pause, cherchant Victor et Cécile du regard. « J'ai appris que la famille ne se limite pas aux liens du sang. Elle se construit aussi avec ceux qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui croient en nous, cette boulangerie. C'est l'œuvre de ma famille élargie. Victor Moncler qui l'a financée, Cécile Fontaine qui forme les employés, et tous ceux qui ont cru en ce projet. » Les applaudissements crépitèrent, mais Anaïs n'en avait pas terminé. « Nous inaugurons aussi aujourd'hui la fondation Laurence Moncler. Dédiée à la mémoire de ma mère biologique, cette fondation aidera les familles d'enfants disparus, leur offrant soutien psychologique et aide financière dans leurs recherches. » Victor s'essuya discrètement les yeux. Voir sa fille honorer ainsi la mémoire de Laurence le bouleversait.
Après la cérémonie, Anaïs reçut Stéphane, un ancien détenu de 35 ans qui deviendrait l'un des premiers employés de la boulangerie. « Pourquoi vous faites ça, mademoiselle? Pourquoi vous nous donnez notre chance? Parce que tout le monde mérite une seconde chance. Stéphane, moi-même, j'ai eu droit à plusieurs vies. Une première qui a été interrompue, une seconde que Cécile m'a offerte, et maintenant une troisième que je construis avec Victor. Vous n'avez pas peur qu'on vous déçoive. Je n'ai pas peur que vous me décevez. J'ai confiance que vous allez vous dépasser. » Ce soir-là, Victor, Anaïs et Cécile dînèrent dans le jardin de la propriété Montclair. Les rosiers blancs étaient en fleurs, embaumant l'air tiède du printemps. Anaïs avait insisté pour qu'on remonte la balançoire de son enfance. Et parfois, quand elle se balançait doucement, elle fermait les yeux et croyait entendre la voix de Laurence qui chantait « Je suis fière de vous », déclara Victor. « Laurence aurait été si heureuse de voir ce que vous êtes devenus. Nous », corrigea Anaïs en regardant Cécile. « Ce que nous sommes devenus, cette réussite, elle appartient à nous trois. » « Tu as raison, ma chérie. Nous formons une drôle de famille, mais nous sommes une vraie famille. » Victor leva son verre de vin. À Laurence, qui nous regarde sûrement en souriant. À Mireille aussi, ajouta Anaïs, qui a commis une erreur terrible mais qui nous a menés les uns vers les autres. Et à l'avenir, conclut Cécile, aux nouvelles boulangeries, aux familles réunies, à tous ceux qui retrouveront l'espoir grâce à nous. Ils trinquèrent sous les étoiles naissantes. Cette famille reconstituée qui avait appris que l'amour ne connaît pas de frontières et que les blessures du passé peuvent se transformer en force pour l'avenir. Le lendemain matin, Anaïs reçut un appel de l'hôpital. Mireille était dans un état critique. Elle se rendit immédiatement à son chevet, accompagnée de Victor et Cécile. La vieille femme respirait avec difficulté, mais quand elle aperçut Anaïs, un sourire paisible éclaira son visage émacié. « Ma petite étoile », chuchota-t-elle, « tu es venue me dire au revoir. Je suis là. Mireille, vous n'êtes pas seule. J'ai vu à la télévision, ta boulangerie, si belle, si généreuse. Reposez-vous maintenant. Je vais enfin retrouver ma Marie, et peut-être que Laurence me pardonnera. J'en suis sûre, assura Anaïs en lui caressant la main. Mireille ferma les yeux avec un dernier sourire. 1 heure plus tard, elle s'éteignait paisiblement, réconciliée avec elle-même et avec ceux qu'elle avait aimés maladroitement. Elle est en paix maintenant, murmura Victor. Oui, et nous aussi. Anaïs sortit de sa poche l'horloge de Laurence et le fit jouer. La mélodie s'éleva dans la chambre d'hôpital, berceuse éternelle qui avait traversé tant d'épreuves pour réunir finalement une famille éclatée. Le cycle était bouclé. Mireille avait rejoint sa fille, Anaïs avait retrouvé son père, et l'amour avait triomphé du temps et des blessures. 6 mois plus tard, le soleil de septembre baignait la place Victor Hugo d'une lumière dorée, quand Anaïs ajusta le micro devant l'assemblée rassemblée pour l'inauguration simultanée de la 3e boulangerie solidaire et du nouveau siège de la Fondation Laurence Montclair. Devant elle se pressaient journalistes, élus locaux, familles bénéficiaires et employés des boulangeries. Mais son regard cherchait surtout Victor et Cécile, assis au premier rang. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, sa voix portant une assurance nouvelle. « Il y a 8 mois, j'étais simplement Anaïs Fontaine, boulangère dans le quartier Saint-Pierre. Aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant qu'Anaïs Fontaine-Montclair, présidente directrice générale des boulangeries de l'Espoir et cofondatrice de la Fondation Laurence Montclair. » Un murmure approbateur parcourut l'assistance. Ce changement de nom n'est pas anecdotique. Il symbolise que nous pouvons réconcilier nos différentes identités, honorer nos multiples héritages sans en renier aucun. Je porte le nom de Cécile Fontaine, la femme qui m'a élevée avec un amour inconditionnel, et celui de Victor Montclair, mon père biologique qui ne m'a jamais cessé de me chercher. Victor essuya discrètement une larme. Après des mois de reconstruction patiente, sa fille avait trouvé sa place entre ces 2 mondes. Ces 6 derniers mois, nos 3 boulangeries ont employé 47 personnes en situation de précarité. Stéphane, notre premier employé, est maintenant chef d'équipe. Martine, ancienne femme battue, gère la comptabilité de nos établissements. Thomas, jeune délinquant repenti, anime nos ateliers de formation. Elle marqua une pause, laissant son regard balayer l'audience. Mais au-delà des chiffres, c'est d'espoir qu'il s'agit, l'espoir que chacun peut se reconstruire, que les erreurs du passé ne condamnent pas l'avenir, que l'amour trouve toujours un chemin pour triompher.
Dans le public, Stéphane applaudissait avec émotion. Il pensait à sa fille qu'il avait pu récupérer grâce à la stabilité que lui avait offerte son emploi dans les boulangeries. La Fondation Laurence Moncler, elle, a déjà aidé 15 familles dans leur recherche d'enfants disparus. 3 d'entre elles ont retrouvé leurs proches vivants. Pour les autres, nous continuons à les accompagner, à leur offrir le soutien psychologique et financier dont elles ont besoin. Victor se leva pour prendre la parole à son tour. À 53 ans, il avait retrouvé une sérénité qu'il croyait perdue à jamais. Ma fille a parlé d'espoir, et c'est le mot juste. Pendant 23 ans, j'ai vécu avec un espoir qui se muait parfois en obsession. Aujourd'hui, cet espoir s'est transformé en quelque chose de plus constructif. La volonté d'aider d'autres familles à ne pas vivre ce que nous avons vécu. Il sortit de sa poche une photo cornée de Laurence avec Ophélie enfant. Laurence aurait été fière de voir ce que nous construisons ensemble. Cette fondation, ces boulangeries, cette famille recomposée, elle qui croyait que l'amour pouvait tout vaincre, aurait eu raison une fois de plus. Cécile fut la dernière à s'exprimer, d'une voix émue mais ferme. Je ne suis qu'une ancienne femme de ménage, mais la vie m'a appris que les titres ne font pas la valeur des gens. Quand j'ai trouvé Anaïs devant l'église, j'ai juste fait ce que me dictait mon cœur, l'aimer comme ma propre fille. Aujourd'hui, je découvre que l'amour ne se divise pas, il se multiplie. J'ai 2 enfants maintenant, Anaïs et Victor. Elle sourit en regardant ce dernier. Car oui, Victor, vous êtes devenu le fils que je n'ai jamais eu, et votre maison est devenue la mienne aussi. L'émotion gagna l'assemblée, quand les 3 générations se retrouvèrent dans une embrassade collective. Après la cérémonie officielle, ils se rendirent tous les 3 sur la tombe de Laurence, au cimetière de la Chartreuse. Anaïs y venait chaque mois, depuis qu'elle avait retrouvé sa vraie identité, entretenant une relation posthume avec cette mère qu'elle réapprenait à aimer. « Maman Laurence », murmura-t-elle, en déposant des roses blanches sur la pierre tombale. « Je crois que tu serais fière de nous. Papa et moi, on apprend à se connaître. Et Cécile fait partie de notre famille maintenant. » Victor s'agenouilla près de la tombe. « Ma chérie, notre petite étoile est revenue. Exactement comme tu l'avais prédit, elle est belle, intelligente, généreuse. Tout ce que nous avions rêvé qu'elle devienne. Elle est aussi têtue, indépendante et parfois agaçante, » ajouta Cécile avec tendresse. Bref, une vraie fille. Ils rirent doucement, cette complicité familiale nouvelle les emplissant de bonheur. Le soir venu, ils dînèrent dans le jardin de la propriété Moncler, désormais baptisée Villa Laurence-Cécile, en l'honneur des 2 femmes qui avaient marqué la vie d'Anaïs. La jeune femme avait déménagé dans l'aile est du domaine, gardant son appartement au-dessus de la boulangerie pour les fins de semaine où elle avait envie de retrouver ses racines populaires. « J'ai une surprise pour vous », annonça Victor en sortant une enveloppe scellée de sa veste. « Qu'est-ce que c'est » demanda Anaïs, intriguée. « Les papiers d'adoption de Cécile, légalisés, officialisés. Vous êtes désormais légalement sa fille aussi. » Cécile porta la main à sa bouche. Émue aux larmes. « Victor, vous n'étiez pas obligé. Si j'y tenais, vous l'avez élevée, vous l'avez aimée. Vous méritez d'être reconnue comme sa mère à part entière. » Anaïs se jeta dans les bras de ses 2 parents, bouleversée par ce geste symbolique. « Maintenant, j'ai officiellement 2 papas et 2 mamans, » plaisanta-t-elle. « Laurence et toi, Cécile, Victor et le souvenir du père que j'aurais pu avoir si les choses avaient été différentes. » Plus tard dans la soirée, seule sur la balançoire de son enfance, Anaïs sortit le horloge de Laurence qu'elle portait toujours sur elle. Elle l'ouvrit et laissa la mélodie familière s'élever dans l'air tiède. Mais ce soir, au lieu de la mélancolie habituelle, la berceuse portait en elle une promesse d'avenir. Soudain, elle entendit des pas derrière elle. Une petite fille d'une dizaine d'années s'approchait timidement. C'était Emma, la fille de Stéphane, qui participait aux ateliers de pâtisserie du mercredi. « Mademoiselle Anaïs, qu'est-ce que c'est, cette jolie musique ? C'est une berceuse que me chantait ma maman quand j'étais petite. Elle est très belle, vous pourriez me la prendre. » Anaïs sourit et fit de la place sur la balançoire. « Bien sûr, ma puce. Assieds-toi à côté de moi. » Elle berça doucement l'enfant en fredonnant la mélodie de Laurence. Emma ferma les yeux, se laissant porter par cette voix douce et cette musique apaisante. « Un jour, quand tu seras plus grande, tu la chanteras à tes propres enfants, » prédit Anaïs. « Et elle voyagera encore et encore.
Exactement, les berceuses. C'est comme l'amour, ça ne disparaît jamais vraiment. Victor et Cécile les observèrent depuis la terrasse, attendris par cette scène qui symbolisait la transmission, la continuité, l'espoir qui renaît de génération en génération. « Regardez-la », murmura Cécile. « Elle est exactement ce qu'elle était destinée à devenir, une femme qui répare les blessures du monde avec ses mains et son cœur. » Laurence avait raison, répondit Victor. L'amour finit toujours par triompher. Il lui a juste fallu 23 ans pour nous réunir tous, dans le jardin baigné par la lune. La berceuse continuait de jouer, portée par 3 voix maintenant, celle d'Anaïs qui la chantait, celle d'Emma qui la prenait, et celle, invisible mais présente, de Laurence qui souriait quelque part dans les étoiles. Le reloge de Bordeaux avait fini par tenir sa promesse. Réunir une famille dispersée, cicatriser les blessures du temps, et transformer la douleur de la séparation en joie des retrouvailles, et dans les boulangeries solidaires qui ouvriraient bientôt à travers toute la France, d'autres histoires d'espoir s'écriraient, portées par la vision d'une jeune femme qui avait appris que l'amour ne connaît pas de frontières et que les familles se construisent autant qu'elles se trouvent. La mélodie s'éleva une dernière fois dans la nuit bordelaise, berceuse éternelle qui continuerait de voyager de cœur en cœur, de génération en génération, témoin silencieux mais indestructible du pouvoir de l'amour,